Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va partir sur le format d'un iceberg qui sera très conséquent, donc je vais traiter le sujet de cet iceberg en plusieurs parties. Le sujet, comme vous avez pu le voir dans le titre, ce sera les meurtres non résolus. Des histoires d'atrocités, de tueurs qu'on n'a jamais pu résoudre, et vous allez voir, il y en a énormément. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram si vous souhaitez m'envoyer une histoire effrayante qui vous est arrivée. Très prochainement, après je pense cet iceberg, il y aura une vidéo abonnée, donc n'hésitez pas, c'est le moment. Et si maintenant vous êtes prêts, bien installés, on est parti pour découvrir ensemble la surface de notre iceberg. Le tueur du Zodiac de San Francisco est l'un des tueurs les plus célèbres de tous les temps. Et il n'a d'égal de sa célébrité que le fait de son insaisissabilité. On a même comparé les crimes perpétrés par ce tueur à ceux de Jack l'Éventreur, autre légende qu'on abordera rapidement plus tard. Dans une de ses lettres qu'il a adressées à la presse, il a dit qu'il tuait des gens parce qu'il trouvait cela amusant. Mais qui était-il réellement? La réponse honnête, celle qui est la plus courte, c'est que personne ne le sait. Encore aujourd'hui, l'identité du tueur reste un mystère. Tout ce que l'on sait, c'est que c'est un tueur en série qui a opéré en Californie du Nord, entre la fin des années 60 et le début des années 70. C'est lui-même qui s'est attribué le surnom de Zodiac, car dans ses lettres qu'il envoyait à la police, à la presse, il signait de ce nom en disant tout simplement « Ici le Zodiac qui vous parle ». Après cela, dans ses lettres, il adressait des messages codés, ainsi que des moqueries ou des allusions à des crimes qu'il comptait commettre. Et beaucoup de ces messages codés, encore aujourd'hui, restent indéchiffrés. En fin de ces lettres, il y avait sa célèbre signature, un rond traversé d'une croix. Au total, c'est 7 victimes qui ont fait face à ce tueur. Et parmi ces 7, 2 ont réussi à survivre. Par contre, le Zodiac lui-même revendique au total 37 assassinats. Certains pensent qu'il a commis bien plus de crimes qu'on ne le lui attribue, d'autres pensent que ce fameux tueur du Zodiac n'est en réalité qu'un canular, quelque chose qui a été créé. Mais comment tout a commencé? Comment ce fameux tueur, armé d'un simple pistolet, a lancé son histoire semée de corps? C'est David Faraday et Betty Jensen qui ont d'abord été ses premières victimes. Ces 2 personnes étaient en couple, ils étaient adolescents au lycée et au moment de leur mort, ils étaient dans une voiture en train de faire leur premier rendez-vous. Ils avaient prévu à la suite de ce petit date en voiture d'aller assister à un concert, mais en attendant, ils patientaient dans un endroit calme, non loin de là où vivait Betty Jensen. L'enquête a montré qu'individuellement, le tueur ne connaissait pas ce couple. C'était pas une histoire de vengeance qui a ensuite lancé une série de crimes. Par contre, ce qui semble clair par rapport aux autres meurtres du tueur de Zodiac, c'est que cet homme avait une rancœur contre les couples. Effectivement, en juillet 1969, le tueur a abattu Michael Mageau et Darlene Ferrin, qui étaient eux aussi un couple, à l'instar des premières victimes. Mais après ce meurtre-ci, en septembre 1969, le tueur du Zodiac a changé son mode opératoire. Ses victimes étaient toujours les mêmes, des couples jeunes. Il s'en est pris par exemple à un couple d'étudiants, Brian Hartnell et Cecelia Shepard, qui eux pique-niquaient tranquillement près d'un lac. Et plutôt que de faire comme il avait l'habitude, c'est-à-dire leur tirer dessus, purement et simplement leur donner une mort rapide, cette fois-ci, le tueur du Zodiac s'est lancé dans un jeu beaucoup plus cruel. Il a forcé Cecelia à attacher Brian, et après cela, le tueur a attaché Cecelia. Une fois ces 2 cibles immobilisées, le tueur a sorti un couteau et s'en est servi à plusieurs reprises sur le couple. Et miraculeusement, Brian a réussi à s'en sortir malgré les 8 coups de couteau qu'il avait reçus dans le dos. Celle qu'il aimait, elle, n'a pas eu cette chance malheureusement. Et plus tard est venue la dernière victime confirmée du tueur du Zodiac. Une personne qui n'avait rien à voir avec ses autres victimes car c'était un chauffeur de taxi, Paul Steen, qui a été abattu d'une balle dans la tête par son passager qui était le fameux tueur. 3 jours après cette horrible tragédie, le tueur a revendiqué ce crime au travers d'une lettre qu'il a adressée à la presse. Et dans cette dernière lettre, il a signalé qu'il allait encore une fois faire quelque chose d'atroce qu'il n'avait jamais fait par le passé, c'était s'en prendre à des enfants.
Heureusement, de ce qu'on sait, il n'est jamais allé jusque-là. Au total, 2 victimes du tueur du Zodiac ont réussi à s'en sortir. Ces personnes qui ont réussi à survivre ont pu transmettre des descriptions physiques de l'homme pour établir un portrait robot, et malgré tous les indices, toutes les lettres envoyées par ce tueur, il n'a jamais réussi à être retrouvé. Et pourtant, il semblait bien que ce tueur voulait en quelque sorte qu'on le retrouve. Il ne commettait pas ses crimes et se cachait derrière. Il envoyait des courriers, il les revendiquait. Au total, c'est 18 lettres qui ont été envoyées, mais malgré cette abondance de preuves, la police n'a jamais réussi à mettre la main définitivement sur lui. Bien sûr, il y a eu des suspects, mais rien n'a vraiment permis d'associer sur la table un de ces suspects avec le tueur. En mars 2004, l'affaire a été classée comme inactive, mais réouverte 4 ans plus tard. Mais malheureusement, encore une fois, cette réouverture du dossier n'a mené vers absolument rien. Mais en 2018, avec l'évolution de la science et notamment de l'étude des échantillons ADN, la police avait bon espoir de pouvoir mettre la main sur quelque chose. Beaucoup d'éléments d'échantillons ADN qui étaient par le passé non exploitables le sont aujourd'hui. Donc, il y a peut-être un espoir qu'on puisse mettre un nom sur l'identité de ce fameux tueur du Zodiac. Néanmoins, encore aujourd'hui, son identité reste bel et bien inconnue. L'enquête est compliquée, car bien que la science a évolué, les fameux échantillons ADN dont je vous parlais un peu plus tôt, étant inutiles dans le passé, n'ont pas forcément été traités comme ils auraient dû l'être. C'est-à-dire que beaucoup des échantillons qu'on a pu récupérer dans le passé ne sont aujourd'hui plus exploitables. Quoi qu'il en soit, l'enquête est toujours en cours, pas aussi active qu'avant bien évidemment, mais ceux qui sont passionnés par cette affaire espèrent connaître un jour la réelle identité de ce tueur, qu'il soit toujours en vie, et sachant que l'affaire date maintenant de quelques décennies, il est probable que le tueur soit déjà mort, mais en tout cas on espère que son nom puisse sortir afin que s'il est en vie, cette personne soit traduite en justice, ou en tout cas qu'on sache quel est le visage de ce tueur qui a tant effrayé la Californie. Entre mai 1918 et octobre 1919, la ville de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, a été secouée par une série de drames extrêmement violents, tous commis par un homme rapidement surnommé comme le tueur à la hache. Le premier crime connu fut celui d'un homme, un épicier, Joseph Maggio. Sa femme, elle aussi Catherine, est passée sous la hache du tueur. En cette nuit du 23 mai 1918, le tueur s'est infiltré chez eux alors qu'ils dormaient, et c'est pendant qu'ils étaient dans leur sommeil qu'il a mis fin à leur vie. Mais ce n'est pas sa hache qu'il a d'abord utilisée. Il s'est d'abord servi d'un rasoir, et ensuite, une fois que les personnes avaient perdu la vie, là il a écrasé leur tête avec sa hache. Une enquête a été lancée, et des vêtements ensanglantés ont été retrouvés sur la scène de crime. Donc, la police a tout de suite imaginé que ce tueur, le responsable de ce crime, s'était changé avant de prendre la fuite. Et quelque chose est sûr aussi, le mobile de l'intrusion était bien le fait de causer la mort. Rien n'avait été volé, donc la thèse du cambriolage a rapidement été éloignée. Le mois suivant, quelque chose de similaire se produit. Louis Bézumer et sa maîtresse, Harriet Love, ont été retrouvés blessés dans leur appartement. Quand les secours sont arrivés sur les lieux, Harriet a indiqué que c'était Louis qui était responsable de ses blessures, mais elle n'a pas pu en dire plus car malheureusement, ses blessures étant trop graves, elle a perdu la vie. Louis, lui, a été arrêté et condamné par rapport à cela, mais il a été libéré en mai 1919, ce qui l'a innocenté. Effectivement, après l'arrestation de Louis, les attaques ont continué. Le 5 août 1918, c'était au tour de Madame Edward Schneider, une femme qui était enceinte de 8 mois, d'être frappée violemment au visage par le tueur. Heureusement, par miracle, elle a réussi à survivre et plus tard, elle a même réussi à donner la vie à l'enfant qu'elle portait. Et pour les enquêteurs, c'est le brouillard complet. Il n'y avait aucun lien entre les différentes victimes. C'est comme si ce fameux tueur à la hache s'en prenait à des personnes au hasard quand il voyait une opportunité. Généralement, quand un tueur est aussi violent, c'est qu'il a un mobile personnel. Mais là, sa violence ne s'expliquait pas. Et un mois après l'attaque de la femme enceinte, une autre attaque est venue. Joseph Romano, qui était épicier lui aussi comme la première victime, a été attaqué dans son sommeil et laissé pour mort. C'est suite à ces blessures qu'il a perdu la vie. Le seul point commun entre toutes ces attaques, c'était les scènes de crime. L'état dans lequel elles étaient laissées était similaire.
Le tueur saccageait l'endroit, mais ne volait absolument rien. Les portes étaient complètement saccagées et il était très clair qu'une hache avait utilisé. Les victimes, principalement elles, étaient d'origine italienne et c'est avec cet élément que là, la police commence à faire un lien entre tous les crimes. Mais bien que ce lien ait été fait, aucune arrestation de ce fameux tueur sanguinaire n'est réalisée. La terreur s'empare donc de la Nouvelle-Orléans. Les habitants, voyant que la police est presque impuissante face à ce qu'il se passe, décident de prendre la situation en main. Ils décident de s'armer, de faire des rondes dans la ville, et ce tout alimente donc une psychose collective. Toute la ville est sous la terreur du fameux tueur à la hache. Qui est-il ? Quand est-ce qu'il va frapper de nouveau? Et surtout, qui va-t-il frapper? Ce sont des questions que tous les habitants se posent et redoutent. Mais au printemps 1919, les choses semblent changer. Une lettre est envoyée à un journal local. Et la personne qui a rédigé cette fameuse lettre semble être la personne à l'origine de toute cette terreur. Dans celle-ci, celui qui se présente comme le tueur à la hache annonce qu'à la date du 19 mars, il réalisera une nouvelle attaque. Il évoque une possibilité pour les habitants de s'en sortir. Il veut que dans chaque foyer, du jazz soit joué. Pourquoi? Parce qu'il aime ça. Donc, il annonce qu'il ne se rendra pas dans les maisons où du jazz est joué. Au passage, il se joue aussi de la police qui a été incapable de lui mettre la main dessus. Et pour que vous ayez une meilleure vision de ce que ce tueur a pu dire, voici la lettre qu'il a rédigée. Enfer, le 13 mars 1919. Mortel estimé, ils ne m'ont jamais attrapé et ils ne m'attraperont jamais. Ils ne m'ont jamais vu, car je suis invisible, tout comme l'éther qui entoure votre terre. Je ne suis pas un être humain, mais un esprit, un démon venu des profondeurs de l'enfer. Je suis celui que vous, Orléanais, et vos ridicules policiers appelez le tueur à la hache. Quand je l'aurai décidé, je viendrai réclamer de nouvelles victimes. Moi seul sais qui elles seront. Je ne laisserai aucun indice, si ce n'est ma hache ensanglantée, souillée du sang et des cervelles de celui que j'aurai envoyé me tenir compagnie en enfer. Si vous le souhaitez, vous pouvez prévenir la police de ne pas me provoquer. Bien sûr, je suis un esprit raisonnable. Je ne prends aucune offense quant à la manière dont ils ont mené leur enquête jusqu'à présent. En réalité, leur incompétence m'a tellement amusé qu'elle a même diverti Sa Majesté satanique, Francis Joseph, etc. Mais dites-leur de se méfier, qu'ils ne cherchent pas à découvrir ce que je suis, car il vaudrait mieux pour eux qu'ils ne soient jamais nés, plutôt que d'encourir la colère du tueur à la hache. Je doute qu'un tel avertissement soit nécessaire, car je suis persuadé que la police continuera à m'éviter comme elle l'a toujours fait. Ils sont sages et savent comment se tenir à l'écart du danger. Sans aucun doute, vous, Orléanais, me considérez comme un meurtrier des plus abominables, et vous avez raison. Mais je pourrais être bien pire si je le voulais. Si l'envie m'en prenait, je pourrais visiter votre ville chaque nuit. À ma guise, je pourrais massacrer des milliers de vos meilleurs citoyens, car je suis en étroite relation avec l'ange de la mort. Maintenant, soyons précis. À minuit 15, heure terrestre, dans la nuit de mardi prochain, le 19 mars 1919, je vais passer au-dessus de la Nouvelle-Orléans. Dans mon infinie clémence, je vais vous faire une petite proposition. La voici. J'adore le jazz et je jure par tous les démons des enfers que chaque personne sera épargnée à condition que chez elle, un orchestre de jazz joue à plein régime au moment que je viens d'indiquer. Si toute la ville joue du jazz, alors tant mieux pour vous. Mais une chose est certaine, ceux qui ne joueront pas de jazz dans la nuit de mardi, s'ils existent, ceux-là recevront la hache. Eh bien, comme je suis glacé et aspire à la chaleur de mon Tartare natal, et qu'il est temps pour moi de quitter votre monde terrestre, je vais cesser ici mon discours, en espérant que vous publierez cette lettre afin que tout aille bien pour vous. Sachez que j'ai été, que je suis et que je resterai le pire esprit ayant jamais existé, que ce soit dans la réalité ou dans le domaine de l'imaginaire. Signé le tueur à la hache. La fameuse nuit qui a été évoquée dans la lettre, tout le monde a fait jouer du jazz dans sa maison. Donc il ne s'est rien passé. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup moins d'attaques ensuite tout au long de l'année 1919. Il y en a eu quand même, mais à une fréquence beaucoup moins régulière. C'est le 27 octobre de cette année, avec la mort de Mike Pepitone, assassiné dans son lit, que les attaques de la personne qu'on nommait le tueur à la hache se sont arrêtées. Sans laisser de traces, ce tueur a complètement disparu. Donc, ne laissant plus d'indices derrière lui, car ne réalisant plus de crimes, son identité n'a jamais pu être découverte.
Est-ce que tous les crimes étaient réalisés par un seul et même individu ou est-ce que c'était l'œuvre d'un groupe? Personne ne sait le dire. La seule chose qui est restée de ce tueur à la hache, c'est la période de terreur entre l'année 1918 et 1919. Au printemps 1946, un individu a semé la terreur. Un individu baptisé le tueur fantôme de Texarkana. Texarkana, c'est une ville située entre le Texas et l'Arkansas, a vu en l'espace de quelques mois seulement les corps s'empiler. C'est le 22 février 1946 que tout a commencé. Jimmy Hollis et Mary Larray, un couple, se sont fait attaquer alors qu'ils étaient tranquillement garés sur une route isolée. L'agresseur portait un sac de jute avec 2 trous au niveau des yeux pour voir, et tout de suite, il s'en est pris d'abord à l'homme. Il l'a frappé violemment à la tête, le rendant inconscient, et ensuite, il a réalisé le pire sur la femme qui se trouvait ici. Il a abusé d'elle, et après avoir fait tout cela, cet homme abominable a pris la fuite. Heureusement, ni Jimmy ni Mary n'ont perdu la vie à ce moment-là. Ils ont survécu à cette attaque, ce qui n'a pas été le cas des victimes qui ont suivi. Richard Griffin et Polly Moore, eux, ont été retrouvés sans vie dans leur voiture. Ils avaient été abattus d'une balle dans la tête. Plus tard, le 14 avril, Paul Martin et Betty Booker, 2 adolescents, ont été retrouvés dans les mêmes circonstances. Tout de suite, l'idée qu'un tueur en série est en train de sévir se propage et les habitants de la ville de Texarkana commencent à paniquer et donc à éviter les endroits qui peuvent être isolés, endroits qui semblent être le lieu de chasse de ce fameux tueur fantôme. Dans ces fameux endroits isolés, la police organise de plus en plus de patrouilles. Ils veulent mettre la main sur cette personne qui a déjà commis plusieurs crimes. Et malgré tout cela, le tueur fantôme arrive toujours à s'en sortir. Le 3 mai 1946, Virgil Starks et sa femme Cathy sont attaqués. Virgil ne s'en sort pas, mais sa femme, elle, ayant été blessée au visage, arrive à survivre. Elle a réussi à s'enfuir pendant l'attaque pour aller chercher de l'aide, mais malheureusement, au moment où l'aide est arrivée, le tueur était déjà bien loin. Au total, il y a eu 5 victimes et 3 blessés. La peur grandit pour les habitants de Texarkana. Ils se referment chez eux. De plus en plus d'habitants décident de s'armer pour se défendre au cas où, et la police, elle, intensifie une nouvelle fois ses recherches. Un célèbre ranger du Texas, Manuel Gonzalez, aussi appelé le loup solitaire, est aussi appelé en renfort. Et tout cela également attire l'attention des médias. On parle beaucoup de ce fameux tueur fantôme et donc des personnes mal intentionnées car à la recherche de notoriété par tous les moyens se présentent à la police et avouent être le fameux tueur fantôme. Ce n'était pas le cas. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était simplement devenir célèbres, qu'on parle d'eux. Mais la police ne peut pas non plus écarter des personnes qui viennent faire des aveux. Donc, chaque personne a été suspectée, écoutée. On a vérifié s'il était possible ou non que telle ou telle personne soit le fameux tueur fantôme. Mais dans la finalité, personne n'a pu être désigné comme étant l'individu tant recherché. Il n'y en a qu'un qui, lui, n'est pas venu avouer ses crimes, qui a été suspecté. Un homme qui était déjà un criminel, Hewell Sweeney. On l'a arrêté parce qu'avant chacun des meurtres qui a été réalisé par le fameux tueur fantôme, une voiture a été volée et après les meurtres, cette voiture a été abandonnée. On a réussi à faire le lien entre cet élément-là et ce fameux criminel, sauf qu'aucune autre preuve n'a pu être apportée. Donc il a été arrêté par rapport à d'autres choses, pas par rapport au crime du tueur fantôme, et il a ensuite été relâché. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce fameux tueur a réalisé son dernier crime le 3 mai 1946 sur Virgil Starks, mais ensuite il a disparu. Il ne s'est jamais adressé à la police, à la presse. Concrètement, il a disparu aussi vite qu'il est arrivé. Les victimes n'avaient aucun lien entre eux, donc la police ne pense pas qu'on avait affaire là à un homme à la recherche de vengeance et qu'une fois sa vengeance terminée, il serait parti. La police pense plutôt que ce fameux tueur fantôme était un homme qui a eu des pulsions. Il a assouvi ses envies et qu'une fois que c'était fait, il est reparti pour mener sa vie aussi normalement qu'avant les meurtres. En 1888, le quartier de l'East End de Londres a été plongé dans une terreur, en particulier pour une certaine catégorie de population, quand 5 femmes ont été assassinées et même mutilées par un individu dont le nom
résonne encore aujourd'hui. Cet individu, c'était Jack l'Éventreur. Tous ces crimes ont pris place dans le quartier de Whitechapel qui autrefois, à cette époque, était un quartier pauvre, surpeuplé, où la misère régnait et où pour les femmes, la prostitution était l'un des seuls moyens de pouvoir survivre. Tout a commencé le 31 août 1888. C'est à cette date que Mary Ann Nichols a rencontré le célèbre tueur, suivi ensuite d'Annie Chapman le 8 septembre, qui a, elle, été retrouvée dans un état de mutilation extrême. Elle était complètement méconnaissable. Le 28 septembre, Jack l'Éventreur a envoyé une lettre annonçant qu'il n'en avait pas fini avec sa macabre besogne. Et effectivement, il semblait bien dire la vérité. La nuit du 30 septembre, ce n'est pas un meurtre qui est commis, mais deux. Elizabeth Stride a été attaquée dans une ruelle et Catherine Edove, elle, a été retrouvée mutilée. Et sur le mur à côté de la scène de crime, il y avait un message laissé à la craie. Un message énigmatique qui disait que les Juifs n'y étaient pour rien. La police n'a pas compris le sens de ce message. Est-ce que l'origine des meurtres de Jack l'Éventreur était le racisme ou une question d'ethnicité? Quoi qu'il en soit, ce double meurtre montre à toute la population londonienne qu'un tueur sanguinaire et extrêmement violent rôde dans ses rues. Et effectivement, le 9 novembre 1888, Jack l'Éventreur frappe de nouveau. Il attaque Mary-Janet Kelly et il marque le coup avec cette dernière victime en ayant fait utilisation ici de la violence la plus extrême. C'est ce meurtre-là qui a été le plus violent de tous ceux qu'on a attribués à Jack l'Éventreur. Et après ce drame, l'Éventreur a disparu. Toutes les victimes étaient des prostituées. Les actes réalisés sur les victimes avaient été faits avec une précision chirurgicale. On pense que l'Éventreur a probablement des connaissances poussées dans la médecine. Donc beaucoup de suspects passent devant les enquêteurs. On pense d'abord à William Henry Bury, qui était un criminel, un homme qui avait tué sa propre femme, et ce fameux meurtre avait des similitudes avec ceux de Jack l'Éventreur. Montague John Druitt, lui, était un médecin, donc ça collait avec ce que les enquêteurs pensaient par rapport aux connaissances poussées en médecine. D'ailleurs, il était également un aristocrate, et il s'est donné la mort peu de temps après la fin des meurtres. James Maybrick, lui, était un riche marchand, et c'est après sa mort qu'il est devenu un des suspects, car on a retrouvé son journal intime et beaucoup pensaient par rapport aux écrits qu'il y avait à l'intérieur que c'était le journal de Jack l'Éventreur. Walter Richard Sickert, lui, était un écrivain et il a été dénoncé comme étant Jack l'Éventreur par quelqu'un d'autre. Francis Tumblety était un homme connu comme étant extrêmement misogyne et cet homme a fui les autorités après avoir été suspecté. On a aussi Aaron Kosminski, un coiffeur polonais qui a fini interné en asile psychiatrique. Et enfin Joseph Barnett, qui était le compagnon de Mary Kelly, une des victimes, qui avait un mobile plausible, mais aucune preuve ne permettait directement de l'associer au crime. De plus, ce qui était assez difficile à imaginer, c'est pourquoi il aurait tué toutes les autres personnes en plus de sa compagnie. Malgré les années d'enquête et toutes les pistes qui ont été explorées sur cette affaire de Jack l'Éventreur, aucun des suspects cités n'a pu être réellement identifié comme Jack l'Éventreur. À chaque fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou alors la personne était décédée et donc un interrogatoire était impossible. Alors, ce tueur, ayant disparu dans la nature, est devenu l'un des plus grands mystères criminels non résolus de l'histoire. Le 14 février 1929, 4 policiers sont entrés dans le quartier général d'un gang mafieux, celui de Bugs Moran, un mafieux influent de Chicago, et les policiers à l'intérieur ont aligné 7 des hommes faisant partie de l'organisation contre un mur, et après cela, ils les ont exécutés froidement. Cet événement est connu comme étant le massacre de la Saint-Valentin. Il faut remettre avant tout les choses dans leur contexte. Pendant cette période, il y avait une guerre qui était menée entre deux gangs mafieux, celui de George Bugs Moran et celui d'Al Capone, aussi appelé Scarface. Les deux gangs se menaient une guerre sans merci afin de contrôler le commerce d'alcool pendant la période de la prohibition. Entre les deux chefs mafieux, il y a eu de nombreuses tentatives d'assassinat, dont une contre Al Capone qui a été légendaire. Un jour, Al Capone déjeunait dans un hôtel accompagné de ses hommes. Et 6 voitures blindées et contenant des hommes armés jusqu'aux dents ont fait feu sur l'hôtel où il était.
Le bâtiment a été criblé de plus de 1000 balles. Il y a eu des victimes, mais Al Capone n'en faisait pas partie. Cette attaque a été lancée par Moran, le chef du gang rival. N'ayant pas eu sa cible, Bugs Moran a mis la tête d'Al Capone à prix. Il a fait un contrat promettant 50 000 $ à celui qui mettrait fin à sa vie. Et ce fameux contrat, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Al Capone. Il a pris la décision de liquider en totalité l'organisation dirigée par Bugs Moran. Donc, le 14 février 1929, les hommes de Bugs Moran attendaient à l'extérieur de leur quartier général une livraison d'alcool. Bugs Moran, lui, était en retard, et c'est alors qu'il se rendait sur place que la police est arrivée. Ils ont invité tout le monde à rentrer dans le quartier général. Bugs Moran, lui, a vu la scène de ses yeux et voyant des policiers, il ne s'en est pas mêlé, se disant qu'il voulait plutôt éviter une arrestation. Sauf qu'il ne sait pas que cette fameuse décision, cette envie d'échapper à la justice, lui a en fait sauvé la vie. Parce que les fameux policiers qui étaient présents n'en étaient en fait pas. C'étaient des assassins engagés par Al Capone, déguisés en policiers. Et à l'intérieur du quartier général, un massacre a eu lieu. Parmi les hommes abattus, il y avait deux des meilleurs hommes de Bugs Moran, Frank et Pete Gusenberg. Après la scène d'exécution, les faux policiers sont partis et là, la vraie police est arrivée sur place. Et quand on a demandé à Frank, qui était encore vivant quand on l'a trouvé, qui lui avait tiré dessus, il a dit que c'était personne. Il n'a pas voulu avouer que c'était le gang rival qui les avait attaqués. Cet événement fut la dernière grande bataille entre le gang de Bugs Moran et celui d'Al Capone. Pourquoi ? Bugs Moran, lui, avait tout perdu. Son organisation avait coulé, il n'avait plus personne avec lui. Il a donc perdu son territoire et l'empire qu'il avait bâti. Al Capone, de son côté, quelques années plus tard, en 1931, a été arrêté pour faute fiscale, mettant fin lui aussi à sa carrière de mafieux. Mais un événement assez étrange s'est produit 7 ans après le massacre de la Saint-Valentin. Jack McGurn, un des hommes qui était déguisé en policier, a été lui exécuté dans une salle de bowling qui était complètement bondée. Il a été abattu à l'aide d'une mitraillette en plein jour. Son tueur n'a jamais été identifié, mais beaucoup pensent que c'est Bugs Moran lui-même qui est venu exécuter sa vengeance. Mais, n'ayant pas de preuves, Bugs Moran n'a jamais été inculpé pour tout ça. D'ailleurs, en parlant de Bugs Moran, étant redevenu un petit criminel, son organisation mafieuse étant tombée, a commencé à se lancer dans des petits braquages et durant l'année 1946, il s'est fait attraper et a été condamné puis envoyé en prison pour ces fameux braquages. Il est mort 10 ans plus tard, à la suite d'un cancer du poumon. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'Al Capone, finalement, ce n'est pas ses rivaux qui ont mis fin à son empire, mais le système judiciaire, car c'est suite à ses fraudes fiscales qu'il a été emprisonné. Et du côté de Bugs Moran, lui a été oublié quand son empire est tombé à la suite de l'attaque, et il est mort en prison, où tout le monde avait oublié qui il était dans le monde du crime organisé. Dans la nuit du 10 juin 1912, un terrible crime a secoué la ville de Villisca, en Iowa. Effectivement, 8 personnes furent brutalement tuées à l'aide d'une hache pendant qu'elles dormaient. Les victimes étaient Josiah Moore, sa femme Sarah, leurs 4 enfants, ainsi que 2 enfants du voisinage. Le tueur qui a commis cette atrocité, lui, n'a jamais été arrêté. Il a laissé derrière lui le mystère d'un crime non résolu qui fascine encore plus de 100 ans plus tard. Aujourd'hui, la fameuse maison où se sont déroulés les crimes est devenue un musée sur le fameux massacre qui s'est déroulé pendant la fameuse nuit. Mais qui pouvait bien être ce fameux tueur ? On pense à un fou qui a eu des pulsions de violence à un moment précis, ou alors on parle même de tueur en série, un tueur qui serait itinérant, donc n'opérant pas dans une ville en particulier, mais se déplaçant en continu, notamment en utilisant les chemins de fer pour fuir les crimes qu'il commet, et une rumeur assez persistante évoque le fait que ce fameux tueur, au moment des faits, s'était caché dans un placard avant de passer à l'acte. Ce qui alimente cette théorie, c'est qu'on a retrouvé des mégots de cigarettes dans un placard, du coton, comme si cette personne avait patienté là un moment, en attendant le bon moment pour commettre le meurtre de toute une famille. Un autre élément très mystérieux, c'est qu'il n'y a eu absolument aucun bruit pendant la nuit. Le massacre a été complètement silencieux. Cela amène donc quelques questions. Comment un tueur a-t-il pu rentrer dans une maison sans que personne ne l'entende ? Et aussi,
pourquoi cette maison a été verrouillée et on a couvert les fenêtres de tissu. Ça amène des théories, certaines plus farfelues que d'autres. Les farfelues étant qu'un tueur spectral, une sorte de fantôme tueur, aurait commis l'atrocité. Mais dans les théories plus terre à terre, on pense au fameux tueur itinérant, ou alors à un gang d'enfants opérant sous la coupe d'un adulte malfaisant, ou même on se dit que ce seraient peut-être des voisins complices entre eux qui seraient à l'origine de la mort de toute la famille Moore. Aujourd'hui, le massacre de Villisca est l'un des crimes les plus énigmatiques de l'histoire des États-Unis, et malgré quasiment un siècle d'enquête, personne ne sait dire ce qu'il s'est passé dans cette fameuse maison et qui est le tueur derrière ce massacre. La théorie des meurtres du visage souriant, les fameux smiley face murder. C'est une piste d'enquête menée par des détectives à la retraite, Kevin Gannon et Anthony Duarte. En collaboration avec un professeur en psychologie, Lee Gilbertson, ils soutiennent que 45 jeunes hommes noyés dans des points d'eau à travers le Midwest américain entre la fin des années 1990 et les années 2010 ne sont pas, comme ça a été signalé, des accidents, mais plutôt des meurtres réalisés par un ou alors plusieurs tueurs en série. Il se trouve que, à côté de certains corps qui ont été retrouvés, la police a retrouvé un graffiti représentant un visage souriant. Et les fameux détectives à la retraite pensent que ce fameux visage souriant est la signature d'un tueur ou de plusieurs, d'un groupe de tueurs. Les victimes étaient souvent des jeunes hommes en bonne santé, mentale et physique, des jeunes, principalement des étudiants, qui disparaissaient mystérieusement après des soirées et qui étaient retrouvés plus tard noyés dans un point d'eau. Mais en retrouvant ces corps, la police notait des éléments assez étranges par rapport à ce qui semblait être montré. Il n'y avait pas de blessures semblant montrer qu'il y avait eu une chute, ce qui pouvait montrer que l'individu était tombé dans le point d'eau. Les corps ont été retrouvés aussi parfois dans des zones qui ont déjà été fouillés au moment où la disparition a été signalée, donc ils apparaissaient après. Donc concrètement, une personne disparaissait, on fouillait la zone où il y avait le point d'eau, rien. Mais plus tard, le corps s'y trouvait. Donc comment il aurait pu se retrouver là tout seul, surtout si il n'y était pas avant? Il y avait aussi parfois des blessures physiques, et dans certains cas même, il y avait, suite à l'autopsie, la découverte de certaines toxines dans le corps. Donc pour les fameux enquêteurs à la retraite, tout semble montrer que la mort de tous ces individus n'est pas due à une cause accidentelle, mais bien à une tierce personne ou des tierces personnes. Néanmoins, la police, toujours active, réfute cette fameuse théorie. Déjà, il n'y a pas de preuves. Ensuite, le fameux graffiti du visage souriant est tellement quelque chose de banal que c'est peut-être juste un dessin qui a été laissé là avant les découvertes du corps, mais que ça n'a rien à voir avec les crimes, ou en tout cas les décès des victimes. Et justement, le fait qu'on retrouve de l'alcool ou même des drogues dans le sang des différentes victimes laisse penser qu'il y a eu un accident. Potentiellement, une des victimes a fait un malaise suite à l'ingestion de trop d'alcool ou de drogue. Ce malaise s'est produit à côté d'un point d'eau, ce qui a entraîné ensuite la noyade. Quoi qu'il en soit, pour les fameux enquêteurs à la retraite, si cette théorie du tueur ou des tueurs est vraie, il y aurait en fait là quelqu'un d'extrêmement bien organisé. Une personne qui suivrait les fameux jeunes dans les bars et ensuite s'arrangerait pour qu'ils se retrouvent seuls à un moment donné, et là, un crime serait commis. Et ce qui est aussi pensé, c'est que ce mode opératoire est réalisé par plusieurs personnes qui font partie d'une même organisation, une sorte de société secrète de tueurs en série. Et là, il y a deux écoles de pensée. Une école de pensée qui se rallie à côté des enquêteurs à la retraite, se disant que c'est possible et pense d'ailleurs même que cette piste-là est la vraie. L'argument contre la police, c'est que la police est incompétente, ou alors au moment des différents crimes, les agents de police ont été corrompus, etc. Et dans l'autre école de pensée, on est plutôt du côté de la police et du FBI qui disent qu'il n'y a absolument rien. Et pour eux, le contre-argument par rapport à ceux qui croient ce qui est dit par les anciens enquêteurs, c'est qu'en fait, ils sont victimes d'un biais de confirmation, c'est qu'ils voient un schéma là où il n'y en a pas. Quoi qu'il en soit, les 45 décès des jeunes hommes ont toujours été classés comme des accidents, mais certains se sont plongés dans l'affaire essayant de trouver des liens entre les diverses victimes officiellement d'accidents pour voir si effectivement il n'y aurait pas quelque chose de plus sordide derrière tout ça, un tueur en série ou une organisation de tueurs en série.
Au Japon, il y a une affaire criminelle qui est considérée comme une des plus choquantes. Cette affaire, c'est le massacre de Setagaya. Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2000, Mikio Miyazawa, âgé de 44 ans, son épouse, Yasuko, âgée de 41 ans, et leurs enfants, Nina, âgée de 8 ans, et Rei, âgé de 6 ans, ont tous été brutalement assassinés dans leur maison, qui était proche de Tokyo. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que le meurtrier, après avoir réalisé son massacre, est resté dans la maison et a fait comme chez lui. Il est resté plusieurs heures sur les lieux du crime, il a utilisé l'ordinateur familial, il a mangé une glace. Concrètement, il a laissé une quantité phénoménale de preuves. De l'ADN, des vêtements, des empreintes digitales et même des objets lui appartenant. Et pourtant, malgré tout ça, il n'a jamais été retrouvé. Alors que la police s'est quand même démenée pour le trouver. Ils avaient la volonté de trouver un tueur qui avait fait preuve d'une violence extrême. Le père de famille a été poignardé à plusieurs reprises. Sa femme et sa fille également ont été victimes de dizaines et dizaines de coups de couteau. Mais par contre, Rei, le petit garçon, lui, a été étranglé à main nue. Et après cela, le tueur a fait sa vie. Quand je vous dis qu'il y avait vraiment un éventail de preuves phénoménales, c'est que le tueur a même laissé son propre sang sur la scène de crime. Et justement, son sang a montré que le tueur était un mélange génétique coréen et européen. Ses vêtements avaient été vendus par une marque spécifique qui se trouvait en Corée du Sud. L'empreinte de ses baskets ont révélé des chaussures qui n'étaient pas commercialisées au Japon. Et malgré tout ça, parce que là on a des détails très spécifiques, cette personne n'a jamais pu être identifiée. Et ce qui est incroyable ici et ce qui sème le doute, c'est que même si on avait toutes ces preuves, il était impossible de dire d'où venait cette personne. C'est pour ça qu'il y a eu des théories. Certains pensent que ce tueur était en fait un étranger, peut-être un militaire ou un expatrié, mais quelqu'un qui ne résidait pas au Japon. D'autres pensent, alors là ça va être les deux extrêmes, que c'était soit un homme très dérangé, qui a commis un meurtre par pulsion, ou alors un tueur professionnel. On a vraiment le blanc et le noir. Ce qui montre bien qu'en fait, on n'en a absolument aucune idée. Autre chose assez intrigante dans cette histoire, c'est que sachant que cet individu avait un mélange génétique particulier et avait aussi des vêtements qui ne venaient pas forcément du Japon, les enquêteurs ont essayé de travailler avec d'autres pays, mais certaines informations ne voulaient pas être divulguées, ce qui a fait que l'enquête, en plus de ne pas avancer vite, était carrément stoppée. Au Japon, ça a fait sensation, on en a beaucoup parlé, ça a fait couler beaucoup d'encre. La maison où a été commis le massacre a d'abord été laissée à l'abandon. Évidemment, personne ne voulait vivre dans une telle maison, si bien que finalement, au bout de quelques années, elle a été rasée. L'affaire est restée non résolue, ça vous vous en doutez, et l'ombre de ce massacre est restée sur le quartier de Setagaya, malgré la destruction de la maison où il s'est produit. Il y a des décennies, presque 50 ans, il y a eu une série de décès absolument tragiques dans la région métropolitaine de Chicago qui a bouleversé les États-Unis et notamment leur manière de consommer un certain type de produits, les médicaments. Dans la matinée du 28 septembre 1982, Mary Kellerman, une jeune fille de 12 ans, se plaignait de mal de gorge. Ses parents lui ont donc donné un médicament pour la soulager, un comprimé de Tylenol. Mais plutôt que de soulager ce mal de gorge, ce médicament a eu un effet beaucoup plus grave. Quelques heures après la prise du comprimé, la jeune fille a perdu la vie. Il se trouve que le Tylenol, le comprimé, avait été contaminé par une substance mortelle. Plus tard, le même jour, Adam Janus, lui aussi, est décédé après avoir avalé un comprimé de Tylenol. Coup du sort, des membres de la famille de cet individu, Adam Janus, sont morts de la même manière. Ayant perdu la vie, des proches sont venus en fait chez lui pour soutenir la famille, et son frère et sa belle-sœur, ayant eux aussi une sorte de mal de gorge, ont pris les médicaments qu'ils ont trouvés chez Adam Janus et ils ont connu le même sort que lui. Lui aussi avait une boîte de comprimés qui était contaminée par la fameuse substance mortelle. Au total, à cause de ce médicament, il y a eu 7 décès. Donc, ayant quand même des similitudes, les autorités se sont penchées sur la question, des professionnels de santé ont aussi apporté leur aide afin de déterminer pourquoi ce médicament a fait des morts alors que normalement ça ne devrait absolument pas être le cas, et rapidement, enquêteurs et professionnels de la santé se rendent compte d'une part qu'ils ont affaire à quelque chose de criminel, mais aussi qu'ils ont affaire à une crise de santé publique, car qui sait combien de ces comprimés ont pu être contaminés. Donc, les enquêteurs se sont procurés des comprimés de Tylenol qui ont été retrouvés chez les victimes pour les faire analyser. Et tout de suite, après analyse, ils ont la réponse à leur question. Le médicament
avait été remplacé par du cyanure de potassium. Si vous ne savez pas ce que c'est, pour vous faire une image très rapide, dans les films d'espions par exemple, quand un espion est capturé, il s'enlève une petite capsule de la dent et il l'avale pour se donner la mort. Ce qu'il y a dans cette capsule, c'est du cyanure de potassium, c'est quelque chose qui provoque quasiment instantanément la mort. Donc, quelqu'un a remplacé dans ces tablettes de comprimés un médicament pour le mal de gorge par quelque chose qui tue instantanément. Donc là, une gigantesque campagne d'information a été lancée, invitant tout le monde à se débarrasser de leur médicament, le fameux Tylenol. Des rappels ont été faits, et en plus, une psychose a commencé à envahir la pensée des habitants de Chicago et de sa banlieue. Parce que les gens se disent, si quelque chose normalement dans laquelle on a confiance, des médicaments, peut être contaminé et nous tuer, qui nous dit qu'il n'y a pas d'autres produits qui peuvent l'être aussi. À ce moment-là, on n'était pas loin d'Halloween, donc les gens commençaient à se dire, et si les bonbons aussi étaient contaminés? Il y avait vraiment une paranoïa sur absolument tous les objets de consommation. Finalement, tout est redevenu à la normale, mais personne ne sait qui est à l'origine de cette transformation de médicaments. Il n'y a qu'une personne, James Lewis, qui s'est revendiqué comme étant à l'origine de tout cela, concrètement à l'origine de ces meurtres, et il disait qu'il allait arrêter en échange d'1 million de dollars. Finalement, il a été prouvé qu'il n'avait absolument rien à voir dans tout cela, mais il a été arrêté quand même pour extorsion. Qui a fait ça? On ne sait pas. Comment cette personne a mis du cyanure dans les boîtes de Tylenol? On l'ignore aussi. En tout cas, cet événement a permis de protéger beaucoup plus notamment les produits de consommation pharmaceutiques. De plus, cette affaire a aussi accéléré le développement de nouveaux types de comprimés. En gros, à l'époque, les comprimés, c'était que des... vous savez, les petites gélules qu'on peut ouvrir et dedans, il y a une sorte de poudre. C'est la fameuse poudre qui avait été remplacée. Aujourd'hui, on a des comprimés qui sont... on appelle ça enrobés. Et ça, justement, c'est quelque chose qui permet d'éviter que quelqu'un de mal intentionné puisse changer comme ça la composition du médicament. Donc cette affaire, une affaire absolument folle, est l'œuvre d'un tueur en série, vu qu'il a eu plusieurs victimes, qui a réussi à tuer à distance. Et pourquoi il a fait ça, on l'ignore complètement. Sue Sharp et ses 5 enfants, John âgé de 15 ans, Sheila âgée de 14 ans, Tina âgée de 12 ans et Ricky âgé de 10 ans et enfin Greg âgé de 5 ans, ont déménagé dans ce qu'on appelle une cabine, la cabine numéro 28, située à Keddie, et le soir du 11 avril 1981, Sue donne son accord à 2 de ses enfants, Ricky et Greg, pour qu'ils invitent des amis à passer une soirée à la maison. C'était un ami qui était installé depuis peu à Keddie, un ami du nom de Justin Eason, âgé de 12 ans. Il avait vécu avec son père mais déménagé à Keddie pour vivre avec son beau-père et sa mère, du nom de Marilyn et Martin Smart. Les Smart, eux, vivaient pas très loin de là où vivait Sue Sharp et sa famille, dans la cabane numéro 26. C'était à quelques pas de la cabane numéro 28. On parle de cabane et pas vraiment de maison parce que ça ressemblait vraiment d'extérieur à des cabanes. C'était vraiment des toutes petites maisons. Donc en revenant à notre histoire, Sue se dit que si jamais ça se passe pas très bien avec Justin, elle peut toujours le renvoyer chez lui. Il habite à côté, et ce soir-là, il y avait des allées et venues dans la maison. Sheila, elle, comptait passer la soirée et peut-être la nuit chez une amie. John, avec l'un de ses amis, Dana White, a décidé d'aller passer la soirée dans une autre ville. Tina, elle, avait passé la soirée chez des voisins, regarder la télévision, mais elle est rentrée vers 22h. Et le lendemain, Sheila, qui était chez une amie de base, arrive assez tôt le matin, un peu avant 8h, dans la fameuse cabane numéro 28, là où elle vivait avec sa famille. Elle ouvre la porte, et là, tout de suite, une odeur affreuse vient lui piquer les narines. Elle va donc dans le salon, et là, tout de suite, elle fait face à une horreur absolue. Son frère John semblait comme attaché, et il était allongé sur le dos, au milieu du salon sur le sol. Il y avait du sang tout autour de lui. À côté de lui, il y avait un autre garçon, également allongé, mais cette fois-ci sur le ventre. Petit à petit, Sheila se rend compte qu'en fait, les 2 jeunes garçons sont attachés par les pieds, l'un contre l'autre. Après, Sheila, qui parcourait de son regard un peu la pièce, voit qu'il y a quelqu'un, probablement sous une couverture jaune, et là pour elle tout de suite c'est la panique. Donc elle décide de partir pour aller chercher de l'aide. Elle va chez les voisins en hurlant. Les secours sont prévenus et arrivent sur place. Et l'enquête, c'était une véritable catastrophe. Déjà, les membres du bureau du shérif n'ont jamais vraiment sécurisé la scène de crime. Et ils ont mis beaucoup de temps à se rendre compte qu'il y avait une personne qui manquait à l'appel.
Cette personne, c'était Tina. Elle n'était pas là. Justin Eason, l'ami qui avait été invité, était en vie. Il a essayé de dire à la police que Tina avait disparu, mais la police n'avait pas l'air de s'en soucier vraiment. Et c'est plus tard, 2 heures après l'arrivée de la police, que là, ils se sont rendus compte que oui, en fait, Tina n'était plus là. Comme victime, il y avait Sue, la mère, John, un des enfants, Dana, l'ami, et Tina, elle, on ne sait pas ce qu'elle est devenue encore. Dans la cabane, on a retrouvé des couteaux de cuisine, dont un avait été utilisé avec une telle force que la lame en était même tordue. On a retrouvé un marteau, un pistolet à billes, avec quelques billes dispersées sur le sol du salon, donc les enquêteurs se sont dit que ce pistolet avait été utilisé. Chaque victime avait été attachée, avec plusieurs mètres de ruban adhésif, mais aussi avec des fils appartenant à des appareils électroménagers qui se trouvaient dans la maison. C'est sûr que le ruban ne venait pas de la maison, donc un des attaquants ou l'attaquant, les attaquants l'avaient apporté. Un examen des victimes a été réalisé. Le fameux corps sous la couverture jaune, c'était Sue Sharp. Elle portait une robe sans sous-vêtements, du ruban adhésif avait été placé sur sa bouche. Ses sous-vêtements avaient été comme retirés et on s'en était servi comme pour la ligoter. L'enquête a révélé que Sue et John, qui a été retrouvé, ont été battus à l'aide d'un marteau et ensuite poignardés à plusieurs reprises. Dana avait été battue avec un marteau différent et étranglée ensuite à mort. Il y avait beaucoup de sang sur la scène de crime et des gouttes sur le lit qu'occupait normalement Tina. L'enquête a mis en évidence que le motif de l'enlèvement de Tina était probablement l'abus. Il est fortement possible pour les enquêteurs que ceux qui ont enlevé la jeune fille l'ont fait pour abuser d'elle ailleurs. Il y a eu d'autres preuves qui ont été retrouvées, des empreintes de pas, etc. Et étonnamment, Ricky, Greg et Justin Eason, les garçons, eux dormaient tranquillement dans leur chambre pendant la nuit, n'ont rien entendu et ils ont été retrouvés sans qu'il leur soit arrivé quoi que ce soit le lendemain quand la scène de crime a été découverte. Des voisins ont dit avoir pendant la nuit entendu des cris, mais ne comprenant pas d'où ils venaient, finalement ils ne se sont pas posé plus de questions que ça. Mais pour les enquêteurs, là il y a un couac. Comment c'est possible que des voisins entendent des cris si fort qu'ils les entendent de chez eux, mais que les enfants qui dorment dans la chambre, eux, ne les entendent pas? Donc, beaucoup de personnes ont été interrogées. Et dans ce lot de personnes, il y a eu le beau-père de Justin Eason, Martin Smart. Lors de son interrogatoire, il a dit des choses qui ont fait de lui, aux yeux des enquêteurs, le suspect privilégié. Il a dit qu'un de ses amis, Séverine John Beau Boubédé, séjournait temporairement chez lui. Il a dit qu'il l'avait rencontré quelques semaines avant le crime dans un hôpital pour les anciens combattants, et que tous deux suivaient un traitement pour quelque chose de particulier, des troubles de stress post-traumatique. Martin Smart a avoué qu'il souffrait de syndrome post-traumatique suite à son service pendant la guerre du Vietnam. Et il explique que pendant la soirée où se seraient déroulés les crimes, il était parti avec sa femme et son nouvel ami prendre quelques verres. Avant de partir, il aurait demandé à sa voisine, Sue Sharp, si elle souhaitait venir. Elle aurait refusé et donc le groupe est ensuite allé au bar. Sur place, il se serait plaint auprès du gérant à cause de la musique, ça ne lui plaisait pas, donc il trouvait que c'était trop fort ou il n'aimait pas la musique, enfin peu importe. Le groupe est donc ensuite retourné à la maison. Là, la compagne de Smart est restée à la maison, mais Smart et son ami ont décidé de retourner pour aller prendre quelques verres. On a donc interrogé la compagne de Martin Smart. Et cette compagne, Marilyn, a dit que Martin était quelqu'un de violent, qu'il avait un tempérament colérique et abusif. D'ailleurs, elle explique qu'à cause de tout ça, elle s'était séparée de lui quelques jours avant les meurtres. Smart et son ami Boubédé sont passés au détecteur de mensonges, rien n'a été révélé. Donc finalement, les enquêteurs se disent qu'ils ne sont pas impliqués dans ce qui s'est passé dans la cabane numéro 28. Et c'est un autre détail qui vient s'ajouter. Jason Eason, de base, avait dit qu'il n'avait rien entendu, mais il commence à changer son histoire. En fait, il dit qu'il a fait un rêve, mais pour les enquêteurs, ça ne sonne pas vraiment comme un rêve, parce que c'est bien trop précis. Dans son rêve, il aurait vu John Sharp et Dana se battre avec un homme. Un homme aux cheveux noirs et longs, une moustache, des lunettes noires, un homme qui portait aussi un manteau. Il a continué en donnant des détails. Pour lui, la scène se passait sur un bateau, mais en gros, ce que ce rêve semble montrer, c'est que cet enfant aurait vu la scène de crime et peut-être même aurait vu ce qui se serait passé avant. Et effectivement, son rêve décrit plutôt bien ce qui aurait pu se passer. Il dit voir deux hommes, il arrive à en faire des descriptions physiques, il a vu John Sharp et Dana se disputer avec ces deux hommes, puis une bagarre aurait éclaté, et il a vu ensuite les hommes attacher John et Dana au milieu du salon, là où ils ont été retrouvés. Mais un détail concernant la description que fait Jason est particulièrement intéressant. Il dit avoir vu Tina
rentrait avec une couverture sur les épaules dans la pièce, curieuse de savoir pourquoi il y avait autant de bruit pendant la nuit. Les deux hommes se seraient précipités sur elle, auraient saisi Tina et l'auraient emmenée en sortant par la porte arrière. Jason a vu vraiment beaucoup de choses, des choses horribles pour un enfant. Il se souvient avoir vu, avant que Tina ne se fasse enlever, un des individus couper minutieusement le corps de Sue Sharp à l'aide d'un couteau de poche. Mais malheureusement, les descriptions qu'il a pu faire n'ont pas permis de retrouver les différents individus. On a encore une fois suspecté Martin Smart et son ami. On a accusé la police de bâcler l'enquête. Mais dans tout ça, bien qu'on n'ait pas de suspect, à part Martin Smart et son ami, mais on n'a pas vraiment de preuves pour les inculper, il y a encore un truc qui manque. Et ce truc qui manque, c'est une personne, c'est Tina. C'est 3 ans après la nuit du crime qu'il va y avoir du nouveau par rapport à elle. En 1984, une partie d'un crâne est retrouvée à environ 30 miles de là où a eu lieu le crime. On n'arrive pas à l'identifier, mais plusieurs mois plus tard, un appel anonyme prévient les enquêteurs que ce crâne serait celui de Tina Sharp. On a donc organisé une nouvelle recherche dans la zone, et cette fois-ci on trouve d'autres éléments. Des os, mais également une mâchoire. On arrive à analyser cette fois-ci ce qu'on a trouvé, et les résultats sont sans appel. Effectivement, ce sont bien les restes de la jeune fille Tina Sharp. Et ça, c'est la dernière avancée qu'ont pu faire les enquêteurs jusqu'à un dernier moment. En 2000, Martin Smart a perdu la vie. Et peu après sa mort, quelqu'un à qui il disait tout a contacté les enquêteurs, son thérapeute. Il lui aurait avoué avoir mis fin à la vie de Sue Sharp car elle essayait de convaincre sa femme de le quitter. Martin Smart n'a jamais dit qui était avec lui et avait tué les autres personnes. Il a également avoué qu'il était facile de tromper le détecteur de mensonges. De plus, il ne s'inquiétait pas vraiment car il était ami avec un membre du bureau du shérif. Il pensait donc pouvoir bénéficier d'une certaine couverture. Malheureusement, étant maintenant 6 pieds sous terre, il est impossible de voir si Martin Smart était réellement coupable ou pas, et aussi de lui faire dire qui était avec lui. Est-ce que c'était son ami qu'il avait rencontré à l'hôpital des anciens combattants? En tout cas, tout semble montrer que lui, Martin, était bel et bien présent, car on a retrouvé un marteau qu'il aurait perdu et qui d'ailleurs aurait été utilisé pour commettre certains des crimes dans la fameuse cabane 28. Donc aujourd'hui, je pense qu'il sera impossible de dire qu'ils sont réellement les responsables de l'atrocité commise dans cette cabane. Martin est probablement le suspect le plus envisageable, mais le deuxième individu, lui, demeure encore un être inconnu. Le matin du 10 février 1990, une responsable d'un bowling, Stéphanie Sénac, âgée de 34 ans, se préparait à l'ouverture de son établissement dans son bureau avec sa fille, Mélissa, âgée de 12 ans, et une des amies de sa fille, Amy, qui elle était âgée de 13 ans. Il y avait aussi la cuisinière de l'établissement, Ida, qui était dans la cuisine en train de s'affairer à diverses tâches, quand 2 hommes sont entrés par une porte qui avait été laissée déverrouillée. L'un de ces hommes a sorti une arme à feu, un pistolet, et a ordonné à la cuisinière de se rendre dans le bureau de la responsable, où elle ainsi que les 2 jeunes filles étaient déjà retenues en otage par un autre homme armé. Les 2 hommes ont forcé les femmes et les enfants à s'allonger sur le sol. Ils ont dévalisé la caisse du bowling, récupérant entre 4 000 ou 5 000 $. Et pendant ce temps-là, le mécanicien qui travaillait ici, Steve Terran, est entré. N'ayant pas trouvé de babysitter pour ses 2 filles, il les avait emmenées avec lui. Il y avait donc Valérie, âgée de 2 ans, et Paula, âgée elle, de 6 ans. Il avait l'intention de les déposer à la garderie du bowling, où des adultes pouvaient laisser leurs enfants pour ensuite aller faire des parties. Et à sa grande surprise, en arrivant, il n'a vu personne. Donc, il est allé voir ce qu'il en était dans le bureau de la responsable, et c'est là qu'il est tombé sur la prise d'otage. Les hommes armés ont donc décidé à ce moment-là de tirer sur tous ceux qui étaient là. Au total, 7 personnes. Après, ils ont mis le feu au bowling pour ne pas laisser la moindre trace. C'est à 8h33 que l'incendie du bowling a été signalé. Les secours sont arrivés sur place et ils ont fait, évidemment, une découverte horrible. Amy, Paula et Steven étaient déjà sans vie à l'arrivée des secours. Valérie, elle, a été transportée en urgence à l'hôpital, mais elle a perdu la vie dès qu'elle y est arrivée. Cette petite fille de 2 ans. Mélissa, elle, bien qu'elle avait été touchée 5 fois par des balles d'armes à feu, a réussi à composer le 911. Elle a réussi, de par son geste miraculeux, à sauver sa vie, celle de sa mère, mais aussi d'Ida, la cuisinière. Malheureusement, sa maman
a perdu la vie plus tard, ses blessures étant trop graves. Elle a survécu autant qu'elle l'a pu pendant 9 ans, mais en 1999, Stéphanie Sénac a perdu la vie. Bon, la première chose à faire a été faite. Essayer de sauver ceux qui pouvaient l'être. Deuxième chose à faire, arrêter ces individus à l'origine de la prise d'otage et de l'incendie. La police met donc en place différents barrages routiers. Les véhicules de tous ceux cherchant à quitter la ville ont été minutieusement fouillés, mais rien n'a été trouvé. Des patrouilles en avion, en hélicoptère ont été réalisées, mais rien n'a été trouvé. L'affaire reste encore aujourd'hui non résolue. Depuis 2015, le dossier a été réouvert et des informations que j'ai pu avoir aujourd'hui par rapport à des preuves qui ont été récoltées, un profil ADN est en cours de constitution. Est-ce qu'on va réussir à retrouver ces individus qui ont littéralement disparu dans la nature? Je l'espère. Un événement affreux s'est produit dans un bar de quartier, le Upstairs Lounge, un bar qui était connu pour avoir une population plutôt homosexuelle. C'était un bar qui était situé au 2e étage d'un bâtiment, dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, un endroit très convivial qui offrait aux hommes gays un espace sécurisé pour pouvoir se réunir, se rencontrer et profiter de la compagnie des uns et des autres. Malgré la réputation du quartier français de la Nouvelle-Orléans d'être un endroit un peu où tout est permis, où toutes les libertés sont accessibles, les bars gays, eux, étaient régulièrement perquisitionnés, notamment au début des années 70. Donc ça jouait beaucoup malheureusement sur le fait que beaucoup de personnes qui étaient homosexuelles n'osaient pas le révéler, faire leur coming out. Généralement, les dimanches, dans ce fameux bar, le Upstairs Lounge, il y avait un événement appelé la bière mensuelle. C'était en soi un événement religieux où des membres de l'église Metropolitan Community Church se rassemblaient avant qu'ils puissent trouver un espace dédié pour eux, une salle pour eux. Concrètement, le Upstairs Lounge offrait un endroit où ces gens pouvaient se rassembler. Et justement, lors d'un de ces dimanches, le 24 juin 1973, un homme, Roger Dale Nunez, qui était ce jour-là très perturbé, et sûrement pas que ce jour-là, a été expulsé du bar pour harceler des clients. Il a été escorté à l'extérieur et il était très en colère. Il a menacé, en hurlant, qu'il allait revenir pour tout brûler. Personne ne l'a pris au sérieux, tout le monde pensait que c'était les paroles d'un homme en colère, mais ce qui est fou, c'est qu'il était vraiment sérieux. Environ une trentaine de minutes plus tard, un homme, on suppose que c'est Roger Nunez, est venu mettre le feu à l'escalier permettant d'accéder au bar. Le feu s'est propagé très rapidement et il bloquait la seule sortie possible. Donc, rapidement, 29 personnes présentes à l'intérieur des lieux ont perdu la vie. S'ajoute à cela 3 autres victimes qui, elles, ont perdu la vie dans les jours qui ont suivi l'événement à cause de leurs blessures. Rapidement, quand il y a eu enquête, on a manifesté le nom de Roger Nunez, cet homme qui avait menacé de brouiller tout le monde. C'était quand même surprenant qu'un homme fasse cette menace et que 30 minutes après, il y ait le feu. Mais la police s'est dit que ça ne valait pas le coup de l'interroger. Dans cette histoire, personne n'a jamais été arrêté. Et Roger Nunez, qui a admis sous les effets de l'alcool avoir allumé l'incendie, ne s'est jamais rendu à la police. Il a préféré se donner la mort 1 an et demi après les événements. Pour l'opinion publique, ce qui s'est passé, c'est très clair. Rien n'a été fait uniquement par homophobie. Aucun homme politique n'a dit quoi que ce soit sur le drame. Des funérailles catholiques ont été interdits aux victimes uniquement parce qu'elles étaient gays. Et même certaines familles étaient tellement honteuses que certains de leurs proches se soient trouvés ici qu'elles n'ont même pas réclamé les corps pour offrir des sépultures décentes. Parce que, concrètement, des personnes qui étaient victimes étaient des personnes qui étaient là parce qu'elles se sentaient là en sécurité, pas jugées pour leur sexualité, et c'était des personnes qui n'avaient peut-être même pas révélé à leur entourage qu'elles étaient homosexuelles. Donc, certains ont appris l'homosexualité de leurs proches au travers de cet événement, et ils n'ont pas voulu réclamer les corps, par exemple. C'est une affaire qui, je trouve, est déjà horrible par rapport à ce qui s'est passé et aussi extrêmement affreuse par rapport à tout ce qui entoure. Je trouve ça complètement inimaginable. L'Interstate 70 est une route reliant Baltimore à Crawford et c'est également une route associée à un tueur sobrement baptisé le tueur de l'Interstate 70. Un homme, un tueur qui visait principalement des femmes. Le 8 avril 1992, Robin Fuldauer, âgée de 26 ans, a été abattue d'une balle dans la tête alors qu'elle travaillait seule dans un magasin de chaussures à Indianapolis. 3 jours plus tard, à Wichita, c'est Patricia Smith et Patricia Mager
qui ont été, elles, exécutées dans une boutique de mariage. Le 3 mai, Nancy Kitzmiller a, elle, été retrouvée sans vie dans un magasin de chaussures à Saint-Charles. Puis, 4 jours après, Sarah Blessing a été tuée dans une boutique ésotérique dans la ville de Rayton. Enfin, conclut cette série avec un homme cette fois-ci, Michael McCone, qui a été abattu dans sa boutique de céramique à Terre Haute. Il y a un schéma qui lie toutes ces victimes. Le mode opératoire est le même. Des victimes tuées d'une balle dans la tête, à bout portant, aucun signe de lutte ou très peu, et quasiment pas d'argent volé. Et tous les lieux où étaient réalisés ces fameux crimes étaient à côté de cette fameuse route, l'Interstate 78. Donc pour les enquêteurs, il est certain qu'un tueur en série rôdait et choisissait ses victimes par rapport à cette fameuse route. Un an plus tard, en 1993, des crimes quasiment similaires sont commis. D'abord au Texas, avec celui d'Amy Vess, qui a été tué dans une boutique de vêtements de danse à Arlington. Un an plus tard encore, en 1994, il y a une autre victime, Vicky Webb, qui cette fois-ci survit. Étant la seule survivante à toute cette série de meurtres, elle apporte là un témoignage extrêmement précieux. Elle peut donner une description de l'apparence physique de l'individu. Elle arrive également à donner suffisamment d'informations sur l'arme à feu utilisée pour qu'on puisse l'authentifier, mais bien qu'on ait ces informations, on ne sait pas qui est cet individu. On a par contre des pistes. Herb Baumeister, un tueur en série qui opérait dans l'Indiana, son nom a été évoqué, mais là où ça ne collait pas, c'est que ses victimes à lui, c'était principalement des hommes, alors que là on a tout l'inverse, principalement des femmes. On a pensé à quelqu'un d'autre, Donald Waterhouse, un homme qui avait pris la fuite après avoir assassiné ses parents. Finalement, il a été prouvé que ce n'était pas lui, et donc aujourd'hui encore, on se pose la question sur l'identité de ce fameux tueur qui aujourd'hui ne semble plus être en activité. Quoi qu'il en soit, une récompense est toujours offerte à toute personne qui pourrait offrir une information menant vers son arrestation. On a fait de nouvelles analyses ADN, le portrait robot qui avait été utilisé avec la description de la surveillante a été vieilli pour correspondre à ce à quoi pourrait ressembler l'homme des années plus tard, mais malheureusement avec tout ça, on ne trouve encore absolument rien. Entre 2001 et 2005, 11 femmes ont été enterrées dans une zone désertique de la West Mesa, en Albuquerque. En plus de ces 11 femmes, il y avait également un fœtus. Ces découvertes ont été permises car une personne, une femme, promenait son chien tranquillement dans la zone et elle a découvert des ossements humains. Elle a ensuite contacté les autorités qui se sont rendues sur place et ont découvert qu'effectivement il y avait 11 personnes enterrées là. Toutes des femmes d'origine hispanique qui étaient impliquées dans le monde de la drogue ou alors qui étaient des travailleuses du sexe. Des images satellites de la période de 2003-2005 ont été visionnées et semblaient bel et bien montrer des perturbations au niveau de la zone où se trouvaient les corps, laissant présager que les corps ont été enterrés, non pas tous en même temps, mais plutôt au fur et à mesure. De plus, ce secret a failli être bien gardé car il devait y avoir une construction à l'endroit où étaient enterrés les corps et si construction il y avait eu, jamais ces corps auraient été retrouvés. Un nom vient donc en tête des autorités. Le collecteur d'os de la West Mesa. Un tueur en série, non identifié encore, mais qui a déjà été à l'origine de plusieurs autres affaires. Personne n'a été inculpé comme étant cet individu, mais bien sûr, il y avait des suspects. Par exemple, Lorenzo Montoya, un imprimeur local, vivait à proximité de l'endroit où les différents corps ont été enterrés et il était réputé pour être violent avec un type de personne, les fameuses travailleuses du sexe. D'ailleurs, cet homme, ce fameux Lorenzo, a été abattu en 2006 alors qu'il était en train d'étrangler une prostituée. Et étonnamment, à partir de son décès, les meurtres se sont arrêtés. D'ailleurs, on a retrouvé, lorsque l'on a fouillé son domicile, des choses assez surprenantes. Il avait une vidéo qui montrait une femme inconsciente et ensuite l'image devenait complètement noire, mais on entendait des bruits ensuite de rubans adhésifs et de sacs plastiques. On a donc là un suspect très probable, mais qui n'a jamais avoué ou alors n'a jamais été directement arrêté. Donc il ne faut pas s'arrêter là. Il y a d'autres suspects qui ont été envisagés. Par exemple, Ron Erwin, un photographe qui était passionné par les foires d'Albuquerque. Lui a été écarté faute de preuves. Il y avait également Scott Kimball, un tueur en série qui a opéré dans le Colorado. Mais encore une fois, rien n'a permis d'attribuer ses morts à sa personne. On a aussi pensé à Joseph Blea, la personne qui a été le plus sérieusement suspectée
après Lorenzo Montoya. Lui était connu comme étant quelqu'un qui avait abusé intimement de jeunes adolescents. D'ailleurs, il avait un surnom vis-à-vis de ça. D'ailleurs, on a même retrouvé son ADN sur une des travailleuses du sexe qui a été retrouvée. Cet homme, pour d'autres cas, a été condamné à la prison, mais son implication dans les découvertes des corps n'a jamais pu être réellement prouvée. En 2010, la police a publié des photos de femmes non identifiées qui pourraient être liées à cette affaire. Et ces femmes, on les a retrouvées. Certaines étaient inconscientes, d'autres bien vivantes, mais leurs témoignages n'ont jamais mené vers quoi que ce soit. Ces femmes auraient pu en fait être non pas coupables, mais être des potentielles victimes de la personne qui a enterré tous les corps, ces fameux corps qui ont lancé toute cette affaire. En 2018, on a découvert de nouveaux os aux alentours du site où ont été découvertes toutes les femmes. Il se trouve que finalement ça n'avait rien à voir avec la première enquête. Alors l'affaire, bien qu'on ait de fortes suspicions sur les responsables, reste encore à ce jour non résolue. Est-ce que le nom du tueur est passé sur la table des enquêteurs, mais faute de preuves, il n'a pas pu être arrêté, ou alors est-ce qu'il est encore en liberté? C'est toute la question liée à ce crime. Le Colonial Parkway est une route considérée comme pittoresque en Virginie, mais qui a été le théâtre d'une série de meurtres. Des meurtres bien sûr non résolus qui se seraient déroulés entre 1986 et 1989. 8 jeunes victimes, principalement des couples, ont disparu. Ou alors, on les a retrouvés mais sans vie, à proximité de leur véhicule. Le fait qu'il n'y eut aucun vol et aucun abus laisse penser à la police que tous ces crimes étaient liés. Le premier a eu lieu en octobre 1986. On a découvert le corps de Kathleen Thomas et Rebecca Hodowski dans une voiture abandonnée en contrebas d'un talus. Les deux femmes avaient été ligotées, étranglées, puis on avait mis fin à leur vie avec une extrême brutalité. Un an plus tard, en septembre 1987, c'est cette fois-ci David Knubling et Robin Edwards qu'on retrouve. Ils sont au bord d'une rive et il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils ont été abattus. En avril 1988, Cassandra Haley et Richard Cole disparaissent après une soirée. On retrouve leur voiture plus tard, mais pas leur corps. D'ailleurs, ces corps, on ne les a jamais retrouvés. Est-ce qu'ils se sont enfuis et sont bien vivants ou est-ce qu'ils ont fait une mauvaise rencontre? On l'ignore. Enfin, pour terminer, en septembre 1989, Daniel Lauer et Anna Maria Phelps disparaissent à leur tour. Ils faisaient route vers Virginia Beach quand ils ont disparu. On découvre leur véhicule plus tard sur une aire d'autoroute, mais cette fameuse aire de repos se trouvait à côté d'une autoroute qui menait dans la direction opposée de leur destination initiale. Des fouilles ont été organisées et c'est un mois plus tard qu'on les retrouve. Leur corps était en partielle décomposition, laissés là, non loin de la zone où avait été laissé leur véhicule, sous une couverture. Toutes ces similitudes entre ces différents crimes amènent la police à penser qu'ils ont affaire à un seul et même homme, un tueur en série. Cependant, il y a quand même la piste que chacun de ces cas soit l'œuvre d'une personne distincte. Effectivement, ce qui a causé la mort de certains individus n'est pas toujours la même chose. Parfois il y a la strangulation, parfois il y a aussi l'utilisation d'une arme à feu, et malgré une longue liste de suspects qui contient quand même 150 noms, personne n'a jamais été arrêté pour ces crimes, mais avec l'avancée de la science, on pense pouvoir arriver peut-être vers cet objectif. En 2018, des traces ADN qui avaient été retrouvées sur quelques décennies de crimes peuvent être exploitées. Peut-être que ça permettra d'identifier quelqu'un, ou alors, comme jusqu'au début de cette enquête, ça ne mènera vers absolument rien si le tueur ou les tueurs ne sont pas d'ores et déjà connus de la base de données de la police. Quoi qu'il en soit, c'est une enquête qui est toujours en cours, l'affaire n'a pas été classée et les proches des victimes qui ont fait ces mauvaises rencontres espèrent que la vérité éclatera à un moment donné au grand jour. Le Doodler est le nom donné, le surnom en tout cas, à un tueur en série qui aurait opéré entre 1974 et 1975. Il aurait assassiné entre 6 et 16 hommes à San Francisco. Le nom Doodler veut dire en français le gribouilleur. On lui a attribué ce nom parce qu'il aurait eu pour habitude, avant d'assassiner ses victimes, de les dessiner. Ces victimes étaient principalement des personnes homosexuelles, et on présume que cet individu rencontrait ses victimes dans des parquets
il les ciblait, et de ceux qui ont pu l'apercevoir, ce serait un jeune homme noir, d'âge au moment des faits entre 19 et 25 ans, mesurant environ 1,83 m. Son premier meurtre aurait eu lieu en janvier 1974. On retrouve Gerald Kavanagh, un immigrant canado-américain âgé de 49 ans, sans vie, et il est certain en voyant l'état de son corps qu'il n'est pas mort suite à un accident. Il a été poignardé à plusieurs reprises sur la plage d'Ocean Beach. En juin de la même année, Joseph Stevens, un imitateur de femmes âgé de 27 ans, est retrouvé lui aussi sans vie près de Sprinkles Lake. Quelques semaines plus tard, en juillet, c'est au tour de Klaus Christmann, un immigrant allemand marié et père de famille, d'être retrouvé suite à son assassinat. Il y a eu d'autres victimes. Frédéric Capin, un infirmier vétéran qui avait servi pendant la guerre du Vietnam, Harald Goldberg, un homme âgé de 66 ans et quand on a retrouvé son corps, il était déjà en état de décomposition avancée. Et c'est récemment, en 2022, qu'on a ajouté un nouveau nom sur cette liste. Warren Andrews, un avocat qui a été battu à mort en 1975. La police avait un suspect principal qui a été interrogé mais qui n'a jamais pu être inculpé pour tout ce qui a été commis. D'ailleurs, il y aurait eu des survivants aux attaques de ce fameux Doodler. Dans ces trois personnes, il y avait un diplomate et un artiste apparemment célèbre. Mais ces personnes n'ont jamais voulu témoigner pour mener vers l'arrestation de cet individu. Pourquoi, me direz-vous? On était à une époque où être homosexuel n'était pas quelque chose qui pouvait être bien vu. Vous l'avez remarqué avec une autre affaire que j'ai citée précédemment, c'était quelque chose de tabou et en fait ces personnes qui ont survécu aux attaques de ce gribouilleur n'ont pas voulu témoigner pour ne pas être forcés à faire leur coming out. Donc pour se préserver eux-mêmes, garder ce secret en eux, ils ont préféré ne rien dire. Il faut savoir qu'à cette époque, être homosexuel était une vraie pression sociale. L'affaire du gribouilleur est toujours restée ouverte et comme pour d'autres affaires, avec l'avancée de la technologie ADN, on espère à un moment donné pouvoir retrouver cette personne-là qui a fait tant de mal. Le 26 mars 1991, un groupe de 5 jeunes garçons a disparu en Corée du Sud. Ce groupe a été baptisé les Frog Boys. Woo Chil-won, Jo Yeon, Kim Yong-gyu, Park Chon-in et Kim Jong-sik étaient des jeunes garçons âgés entre 9 et 13 ans. Pendant un jour férié, ils ont décidé de partir en exploration pour aller récupérer des œufs de salamandre. Mais ils ne sont jamais revenus de leur aventure. Leur disparition a entraîné une vaste frénésie médiatique, une énorme chasse à l'homme s'est lancée afin de les retrouver, et c'est le 26 septembre 2002, donc 10 ans après la disparition des jeunes garçons, qu'on a retrouvé finalement leurs restes. Ils se trouvaient là, non loin de la zone où ils avaient disparu, et il est clair que les jeunes garçons ont subi des traumatismes. Ils ont été frappés avec des objets contondants, et malgré l'enquête qui a été menée, l'affaire est restée non résolue. Mais beaucoup de théories demeurent sur ce qui a pu leur arriver. Il est possible que les 5 garçons aient été tués par quelqu'un qui se serait mis en rage. Pourquoi? Ça par contre, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait de cette affaire, c'est que des garçons sont partis en exploration. Ils ne sont pas revenus parce qu'ils ont été tués. Par qui? Ça c'est l'inconnu de l'histoire. Pourquoi? Ça c'est la variable qu'on ne sait pas. Les enquêteurs ont créé une cellule qui va reprendre l'affaire depuis le début afin de résoudre le mystère. Est-ce que ce sera le cas un jour? Je sais pas. On a vraiment très peu d'informations sur ce qui s'est passé et sachant que les corps ont été découverts 10 ans après leur disparition, en 10 ans il peut se passer énormément de choses. Le tueur a pu prendre la fuite, il est peut-être mort. Vraiment à ce stade-là, tout est possible. Et voilà les amis, on en a fini pour la surface de cet iceberg. J'espère que ça vous a intéressé. Croyez-moi, les parties qui suivent la surface sont beaucoup plus denses. Il y a vraiment énormément d'affaires. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait vraiment autant. En tout cas, j'espère que cette surface pour ouvrir un peu le sujet vous a plu. J'attends de voir vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de partager toutes ces histoires avec vous. Si vous avez passé un bon moment, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram si vous voulez voir un peu les coulisses du travail que je fais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!